un tueur prenait un plaisir pervers à se moquer des détectives à sa poursuite. Abbotsford, en Colombie-Britannique, le 14 octobre 1995. À l'aube, on dépêcha des policiers à la salle d'urgence d'un hôpital. Melissa Connor, 16 ans, se remettait d'une violente attaque survenue quelques heures plus tôt. Melissa déclara aux policiers que son amie Tracy Sawyer et elle se rendaient à une fête quand un homme, un bâton de baseball à la main, était sorti des buissons et s'était attaqué à elle. Au cours de la lutte, Melissa avait reçu un coup et s'était évanouie. Quand elle reprit conscience, Tracy et l'assaillant avaient disparu. Même si les détails de l'attaque étaient confus, Melissa était certaine de n'avoir jamais vu l'homme auparavant. Les enquêteurs se ruèrent sur la scène à la recherche de l'autre jeune fille. Un seul indice témoignait de l'attaque, la boucle d'oreille de Tracy. L'inspecteur Rod Gale du service de police d'Abbotsford espérait obtenir des informations en ratissant le quartier. Des témoins se trouvaient à proximité de la scène du crime. Ils avaient entendu des cris aux petites heures du matin, mais personne n'avait vu quoi que ce soit. Les enquêteurs craignaient que Tracy Sawyer, également âgée de 16 ans, n'ait été enlevée, ou pire encore. Sans aucun suspect, le temps jouait en leur défaveur. On distribua à tous les postes de police de la région une description de l'adolescente et des informations relatives à son enlèvement. Quelques heures plus tard, un homme qui pêchait à la rivière Vedder remarqua quelque chose sur la rive. En se rapprochant, il comprit avec horreur que c'était un cadavre humain. Les agents de la Gendarmerie royale du Canada qui répondirent à l'appel constatèrent que la jeune femme avait été sauvagement battue et violée. Ils fouillèrent la rive à la recherche d'autres indices sur son identité et celle de son meurtrier. Leurs efforts furent vains. Malgré tout, ils pensaient bien qu'il s'agissait de la jeune fille disparue d'Abbotsford. Voici le sergent Kevin McLeod. Le lien entre les deux événements était assez évident. Nous avions appris qu'une jeune fille avait disparu d'Abbotsford et nous avions trouvé une jeune fille morte dans cette autre localité voisine. L'examen dentaire de la victime de la rivière Vedder permit de confirmer qu'il s'agissait bien de Tracy Sawyer. Le médecin légiste constata qu'elle avait été violée. Il remarqua également un traumatisme important infligé avec une arme contondante à la tête. Mais ce n'était pas ce qui l'avait tuée. La cause officielle de son décès était la noyade. Les seuls indices sur l'identité de son meurtrier étaient des traces de morsures sur le torse de la jeune fille. On photographia soigneusement ces marques pour les conserver. On achemina ensuite ces photos au laboratoire d'odontostomatologie de Vancouver. David Sweet, un expert renommé dans le domaine de l'odontologie légiste, y examina les photos. En regardant les blessures infligées par les morsures, il s'aperçut qu'elles pouvaient peut-être receler d'autres indices. Une nouvelle technologie venait d'être mise au point. Elle permettait de recueillir la salive à même la blessure. Ainsi, cela nous permettrait d'obtenir l'ADN de l'auteur du meurtre et de le comparer à celui d'un suspect potentiel. Cette technique repose sur le principe que le suspect laisse parfois des traces de salive dans les marques de morsure de la victime. Comme on le voit ici, Sweet commence par humecter un coton-tige stérile avec de l'eau distillée. Il l'applique sur la morsure, réhydratant ainsi toute cellule de salive qui pourrait encore s'y trouver. Il utilise ensuite un coton-tige sec pour essuyer la blessure. Le coton-tige agira comme une éponge et absorbera les cellules hydratées qui contiennent l'ADN du meurtrier. Sweet effectua cette procédure sur toutes les morsures de Tracy Sawyer. Bien que son corps ait été submergé dans l'eau pendant un certain temps, il croyait pouvoir trouver assez de cellules pour obtenir l'ADN. Le corps avait séjourné dans l'eau, mais la salive est un liquide collant qui adhère à la peau. Nous n'avons besoin que d'une quantité infinitésimale pour effectuer des analyses. Le test fut concluant. On retrouva des traces de l'ADN du meurtrier. Maintenant, pour que cet indice soit valable, les enquêteurs devraient identifier un suspect. Ils rencontrèrent les parents de la victime. Selon eux, leur fille sortait avec sa meilleure amie le soir de sa disparition. Melissa Connor et elle se rendaient à une fête chez des amis du quartier. Elles avaient promis de rentrer tôt. Tracy semblait très heureuse à l'idée d'aller à cette fête. Selon ses parents, personne dans leur entourage ne pouvait s'en être pris à leur fille. En plus de diffuser certaines informations dans les médias, les policiers firent installer une ligne téléphonique réservée exclusivement aux éventuels témoins. Peu de temps après, ils reçurent l'appel d'un homme qui disait être le meurtrier de Tracy.
il décrivit en détail la morsure au torse de la victime. Les seules personnes qui connaissaient cette information étaient celles qui avaient pratiqué l'autopsie, de même que les policiers présents lors de l'autopsie et l'équipe chargée de l'enquête. Pour avoir une connaissance aussi intime des détails de la scène du crime et de la morsure, cet individu devait être l'auteur du meurtre. Les policiers retracèrent l'appel. Il provenait d'une cabine téléphonique. Ils se ruèrent sur les lieux, mais à leur arrivée, il n'y avait plus personne. Des techniciens se mirent à la recherche d'empreintes digitales. Malheureusement, le suspect n'en avait laissé aucune. Un peu plus tard, les téléphonistes du poste de police d'Abbotsford reçurent un appel du service d'urgence. Au cours d'une conversation enregistrée par la police, un interlocuteur s'était identifié comme étant le tueur. Il désirait savoir si les policiers avaient de la difficulté à le trouver. Il déclara ensuite qu'il n'était pas assez stupide pour laisser ses empreintes digitales sur un téléphone public. Il promit aussi de tuer à nouveau. Il est plutôt rare qu'un criminel se mette à téléphoner à la police et menace de s'en prendre à une nouvelle victime. Il nous narguait en nous disant qu'il allait le refaire. Il disait « Vous ne pourrez pas me capturer. Je vais le refaire. » Les policiers étaient désespérés. Ils devaient arrêter le meurtrier avant qu'il ne s'attaque à quelqu'un d'autre. Ils rencontrèrent à nouveau Melissa Connor, l'amie de Tracy qui avait échappé à une mort certaine. Bien que sa mémoire ne fût pas complètement rétablie, elle tenta de décrire l'assaillant du mieux qu'elle pouvait à un artiste. L'homme était grand, de race blanche, il avait un début de calvitie et ses cheveux étaient brun-roux. Les informations qu'elle fournit permirent à l'artiste de dresser un portrait robot qui fut rapidement diffusé dans les médias. La presse surnomma le meurtrier le tueur d'Abbotsford. Quelques jours plus tard, une femme appela pour donner des informations. Elle avait reconnu l'homme du portrait robot. Il l'avait elle-même attaqué avec un bâton de baseball quelques mois plus tôt. Parmi les photos d'identification qu'on lui montra, elle choisit celle de John Heller. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les autorités disposaient d'un suspect. En novembre 1995, plus d'un mois après le meurtre de Tracy Sawyer, les détectives procédèrent à l'arrestation de John Heller chez lui. Il nia avec véhémence toute implication dans le meurtre. Après avoir pris l'empreinte des dents du suspect, l'odontologiste judiciaire David Sweet les compara aux morsures trouvées sur le corps de Tracy Sawyer. Les enquêteurs furent déçus des résultats de son examen. Très rapidement, nous avons constaté que l'écart entre les dents et leur forme ne concordait pas avec les traces de morsure. De même, l'échantillon d'ADN d'Heller ne correspondait pas à celui obtenu dans la salive prélevée à même la morsure de la victime. On raya son nom de la liste des suspects. Bientôt, les appels sarcastiques du tueur d'Abbotsford reprirent. Déçus, les policiers mirent un plan au point. Il devait bien y avoir quelqu'un quelque part qui connaisse le meurtrier. Ils décidèrent donc de faire diffuser les appels du tueur d'Abbotsford par les médias. Le public a ainsi pu entendre toutes les particularités de la voix de l'individu qui nous appelait. C'était notre objectif. Les gens pouvaient également écouter l'enregistrement autant de fois qu'ils le souhaitaient en composant un numéro de téléphone relié au poste de police. Ce plan allait porter fruit. Une femme qui avait écouté l'enregistrement se présenta à la police. Elle avait reconnu la voix. Les détectives lui firent entendre l'enregistrement une autre fois. Elle déclara que la voix ressemblait à celle de Terry Driver. Elle n'avait aucun mal à le reconnaître puisque c'était la voix de son fils. Ce dernier possédait un balayeur d'ondes de la police et il s'en servait fréquemment à la maison. Les détectives vérifièrent rapidement les antécédents de Driver. Cet imprimeur de 32 ans n'avait pas de dossier criminel. Il vivait avec sa femme et leurs 2 enfants dans le quartier d'où provenaient les appels téléphoniques. Il fut convoqué à un interrogatoire. Driver nia être le tueur d'Abbotsford. Les détectives recueillirent des échantillons de ses cheveux et de sa salive pour procéder à des analyses d'ADN. On prit également des photos et des moulages de ses dents.
Au laboratoire d'odontostomatologie judiciaire de Vancouver, David Sweet se mit en quête de points communs entre les dents de Driver et les morsures au torse de Tracy Sawyer. J'ai fait un moulage très précis grandeur nature du bout acéré de ses dents. Je l'ai comparé aux photos qui étaient à l'échelle elles aussi. David Sweet identifia suffisamment de caractéristiques uniques dans la dentition de Terry Driver pour en déduire qu'il s'agissait des dents qui avaient produit les marques de morsure sur le corps de Tracy Sawyer. Certaines de ces dents étaient ébréchées. De plus, d'autres dents étaient irrégulières, ou elles n'auraient pas dû se trouver là où elles étaient. Cela rendait sa dentition tout à fait unique. J'ai retrouvé les mêmes caractéristiques dans les morsures. Mais la preuve irréfutable fut sans contredit fournie par l'analyse génétique. L'ADN de Terry Driver était le même que celui que Sweet avait extrait des morsures. La technique utilisée a permis à la police d'identifier un tueur sadique. Terry Driver fut arrêté et accusé du meurtre de Tracy Sawyer et de la tentative de meurtre de son amie Melissa Connor. En se fondant sur les preuves, les policiers d'Abbotsford croient que Terry Driver était un prédateur fou, mu par un besoin insatiable d'attirer l'attention. Le 14 octobre 1995, ce besoin s'est traduit de façon violente. Melissa Connor et Tracy Sawyer se rendaient à une fête lorsque Driver les a attaqués subitement. Après avoir cruellement violé et assassiné Tracy, Driver a commencé à narguer la police pour se prouver qu'il était invincible. En octobre 1997, il fut reconnu coupable du viol et du meurtre de Tracy Sawyer. Il a été condamné à la prison à vie. Il a eu droit à une autre peine de 10 ans d'emprisonnement pour la tentative de meurtre de Melissa Connor.